Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Sympathie Philosophique. Aujourd'hui, nous sommes à Paris, en compagnie du professeur Aimé Charles Nicolas, qui a bien voulu nous accueillir chez lui. Et je vais demander au professeur Aimé Charles Nicolas de bien vouloir se présenter. Oui. Je suis en effet Aimé Charles Nicolas. Je suis professeur émérite de psychiatrie et d'addictologie. Et je me suis beaucoup occupé donc de problèmes d'addiction et de souffrance psychique en général. Et je suis également président d'une association qui s'appelle First Caraïbes, qui a la particularité d'aborder les problèmes de société avec des méthodes scientifiques. Alors en fait, j'ai trouvé intéressant parce que First Caraïbes, c'est un sigle, pardon. Mais que signifie ce sigle? Alors le sigle signifie formation, intervention, recherche scientifique sur les problèmes de société. Donc nous sommes en plein problème de société puisque nous parlons aujourd'hui du ressentiment. Nous avons sur la chaîne Sympathie Philosophique commencé un cycle sur le ressentiment à partir du travail de Madame Cynthia Fleury. Quelle est, professeur, votre définition du ressentiment? Le ressentiment, c'est une macération de la souffrance. C'est une façon de vivre une victimisation, un sentiment comment dirais-je, de vengeance. Il y a vraiment un désir de se venger, mais qui est répétitif et qui finit par prendre trop de place dans la tête des gens, au point que ça provoque une véritable souffrance avec un désir de se venger qui n'a pas de réalisation. Donc voilà, c'est une macération, c'est une... rumination. Une rumination. C'est une rumination. Donc en fait, à force de ruminer, nous tournons autour de la même chose, et cette rumination provoque une souffrance en nous. C'est bien cela, dans le ressentiment. C'est-à-dire qu'il y a une double circulation. Il y a une première circulation qui est le sentiment qu'on a subi des injustices intolérables qui entraînent un désir de se venger, qui entraîne ce qu'on appelle effectivement vraiment un ressentiment, une haine finalement. Bon, je veux dire, c'est la détestation, c'est la haine. Mais ça n'est pas comme dans un mouvement de colère, quelque chose de provisoire et qui va s'arrêter. C'est pas quelque chose d'éruptif qui va s'arrêter. C'est quelque chose qui se répète. Et les gens macèrent, ils ruminent leur souffrance, et c'est ce qu'on appelle effectivement le ressentiment. Mais le ressentiment part bien d'une injustice subie. Alors effectivement, donc l'injustice subie n'est pas mise en cause. Je veux dire, la réalité de cette injustice n'est pas mise en cause. C'est la manière de la vivre qui pose problème, parce que c'est un auto-empoisonnement. Ouais, c'est une façon de maintenir la souffrance, parce que le ressentiment, tant que la vengeance ne s'est pas exercée, oui. le ressentiment... Alors, bon, en fait, le ressentiment continue son œuvre de destruction intérieure. Donc c'est vraiment un auto-empoisonnement. Ça veut dire que si nous partons du fait qu'en restant constamment dans le ressentiment avec cette souffrance, nous ne pouvons pas supporter constamment cette souffrance. Donc il nous faut quelque chose pour en sortir. Oui. Alors comment se fait-on pour sortir de cette souffrance? Alors on sort de cette souffrance en désignant à l'extérieur un responsable de la souffrance. Et donc, de préférence, un responsable qu'on peut identifier précisément. Et donc, c'est le bouc émissaire. C'est celui qui sera chargé de tous les péchés et qui sera
en fait celui dont on voudra se venger. Donc en fait, pour sortir du ressentiment, il faut un objet de détestation. Exactement. Donc, et cet objet est-ce que cet objet peut être quelqu'un, peut être aussi un groupe de personnes, une communauté? Alors justement, ces trois possibilités-là sont très fréquentes. Donc ça peut être une personne, et puis c'est de temps à autre, notamment pour ce qui concerne disons, les sentiments collectifs, oui. Et en particulier les systèmes racistes dans certains pays, il y a des racismes systémiques. Et effectivement, on peut repérer ça, de véritables ressentiments collectifs. Qui ont des conséquences, nous l'avons vu, nous le savons tous, qui ont des conséquences dramatiques. Or, nous qui vivons aux Antilles, avec toutes les études que vous avez déjà faites sur le sujet, pensez-vous qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, dans notre collectivité, nous gardons du ressentiment? Nous gardons, pas tous. Pas tous. Il y a beaucoup de personnes, notamment donc en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, il y a beaucoup de personnes qui se sont détachées de cette souffrance, de ce ressentiment. Et donc, il est vrai qu'il persiste encore des personnes qui sont persuadées que de nourrir le ressentiment, c'est faire œuvre de résistance, c'est faire œuvre d'anticolonialisme. Et en fait, en réalité, c'est une question dont on doit discuter, parce que il est évident qu'on peut parfaitement imaginer qu'on puisse se réparer de la souffrance que nous pouvons imaginer, de cette souffrance que nous avons éventuellement, voilà, plus exactement, cette souffrance que nous avons éventuellement donc présentée, nous pouvons nous défaire de cette souffrance avec des actions individuelles, donc avec une autoréparation, et aussi avec des initiatives collectives qui peuvent faire l'objet, par exemple, d'une décision du quartier ou bien d'une décision d'une nation, de la nation à laquelle on appartient, du pays, du département. Enfin bon, bref, il peut y avoir comme ça des initiatives collectives qui rassemblent et qui permettent de souder la population de manière constructive vers un apaisement de la souffrance, un apaisement du ressentiment, s'il y en a, mais ça n'est pas contradictoire avec une action politique. Je crois comprendre ce que vous voulez signifier, parce que j'ai voulu expérimenter un projet que vous avez, que j'ai trouvé être un projet important par rapport au ressentiment. Vous avez travaillé sur le Martinique 2036 en Oufey. Et vous proposiez des ateliers de réflexion de façon à pouvoir nous projeter en imagination sur la Martinique que nous voyons en 2036. Et cette action de projection en imagination sur le futur m'a semblé très belle, parce qu'elle nous empêchait de rester dans le ressentiment, dans la haine. Exactement. Et c'était très intéressant ce travail, parce qu'elle m'a permis de me poser cette question. Quand on va acter, quand on va commencer à agir, qui va agir? Et est-ce l'homme du ressentiment qui va provoquer une action libératrice, ou est-ce que c'est l'homme qui est sorti du ressentiment, qui est capable d'aller vers une action saine, enfin saine entre guillemets?
l'homme qui est empli de ressentiment n'agit pas. Il n'agit pas. Non, il macère dans sa souffrance. Et en revanche, celui qui agit, c'est celui qui a pu se détacher, qui a pu se détacher du ressentiment. Et là, effectivement, on peut comme ça avoir une action politique réfléchie, une action politique élaborée. Et donc, il faut bien comprendre que l'un n'empêche pas l'autre. Je veux dire, l'autoréparation n'empêche pas l'action politique. Et donc, cette action politique, elle se fera de manière d'autant plus sereine, d'autant plus efficace qu'on aura pris des distances avec le ressentiment. Le ressentiment. Cela suppose, en fait, que l'on accepte de se voir tel que l'on est, et que l'on regarde, en fait, si nous ne sommes pas nous-mêmes dans le ressentiment. C'est important, parce que peut-être ne nous observons-nous pas assez pour savoir si nous sommes dans le ressentiment. Alors, quels sont les symptômes qui nous montrent que nous sommes dans le ressentiment? Oui, en effet, donc, il faut prendre conscience de cette impasse. Et quand effectivement, nous avons le sentiment de ruminer, de répéter les mêmes pensées et même de teinter ces pensées, ces ruminations d'une relative souffrance dépressive ou éventuellement d'ailleurs anxieuse, mais le plus souvent dépressive. Et donc, à partir du moment où on se rend compte qu'on est un petit peu comme ça à macérer dans cette souffrance dépressive, eh bien, il faut faire attention, il faut se poser des questions. Et je pense que c'est le premier signe. Maintenant, ce qui me semble aussi très clair, c'est de noter la répétition d'actes qui sont des passages à l'acte de décharge de la colère. Quand on tente de se décharger comme ça par des actes violents, eh bien, je pense qu'on est dans la mauvaise direction, qu'on est donc... que c'est l'homme du ressentiment qui s'exprime. Exactement. C'est pas la personne qui a fait le travail pour sortir du ressentiment et qui peut poser un autre type d'acte, mais ces actes de colère, de victimisation, de chercher un bouc émissaire, tous ces éléments sont des éléments qui nous montrent que nous sommes dans le ressentiment, si nous nous observons. Oui. Si nous sommes capables de cette autocritique, si nous sommes capables de nous regarder, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Hein. Je dois dire que les gens sont de plus en plus conscients de cette nécessité. Et je trouve qu'en Martinique, on a fait effectivement, de ce point de vue, d'énormes progrès. En Guadeloupe également, pour ce que j'en sais. Hein. Et je pense que c'est utile parce que on n'est plus dupe de soi-même. Et ça, c'est vraiment important parce que parfois, on se trompe. On se trompe soi-même. Oui, tout à fait. Et donc, là, quand on arrive à être lucide sur des motivations plus ou moins inconscientes, eh bien là, on a fait beaucoup de progrès. Alors, je pense en effet que pour les lycéens qui nous écoutent, que ce sont des éléments importants parce que ils pourront réfléchir déjà sur le ressentiment, voir en tant que descendants de personnes mises en esclavage, est-ce que nous gardons encore du ressentiment? Est-ce que nous n'avons pas tendance à nous poser en tant que victimes et que ce positionnement nous dessert plus qu'il ne nous sert? Oui, le fait d'apprendre, parce que là maintenant, on a de très nombreuses informations sur l'esclavage et sur les modalités de l'abolition de l'esclavage et sur la suite, sur la période qui a suivi. Oui. Hein. Et donc,
il faut savoir que de toute façon, à partir du moment où on apprend des événements tristes, des événements injustes, il y a toujours un peu de tristesse, un peu de souffrance. De colère aussi. Un peu de colère. Oui. Mais il faut aussi être capable de dépasser. Et c'est cet effort-là qu'il faut faire. Et c'est ce que fait l'historien qui découvre un certain nombre de faits, et parfois aussi de faits qui le mettent en cause, qui mettent en cause en tout cas ses ancêtres. Et donc il faut être capable justement de faire la différence entre ce qu'ont fait les ancêtres et puis ce que nous sommes aujourd'hui. Donc nous ne sommes pas responsables de ce qu'ont fait nos ancêtres. Ça c'est bien clair, ça c'est bien important. Oui. Pour tout le monde. Oui. 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 Pas seulement pour nous, descendants de personnes mises en esclavage. Non, mais aussi pour les personnes qui ont été esclavagistes. Oui. Voilà. Oui. Donc leurs descendants ne sont pas responsables de ce qu'ils ont fait, bien entendu. Bien entendu. Heureusement. Oui. Sinon, bon. donc cette capacité qu'il faut entretenir, cette capacité que nous avons d'apprendre des événements très tristes, très injustes, cette capacité-là doit être associée à une sorte de sérénité scientifique, objective, quoi. Essayer de garder la distance. Sérénité scientifique. Oui, ça veut dire que lorsque on regarde dans le microscope des microbes, et lorsqu'on se rend compte que c'est justement ce microbe qui a été la cause de la mort de son père, eh bien, je veux dire, on va pas briser le microscope, on va pas casser non plus la lame. Oui, entendu. Bon, donc je veux dire, on a une sorte de distance scientifique, parce que il faut être capable de ne pas faire d'amalgame. C'est ce qui est quand même extrêmement fréquent dans certains cas. Oui. Je trouve que quand même, on a parfois des amalgames plus ou moins malhonnêtes aussi. Mais enfin, bon, bref, je ferme la parenthèse pour dire que aujourd'hui, nous savons de plus en plus de choses sur l'esclavage. Oui. Nous savons de plus en plus de choses qui nous redonnent de la fierté, oui, et qui étaient mises sous le boisseau, des choses qu'on ignorait et qu'on n'a pas voulu, n'est-ce pas, que nous sachions. Que nous sachions, oui. Et donc, je sais pourquoi. Enfin, nous savons pourquoi. Nous savons pourquoi. Parce qu'après l'abolition de l'esclavage, effectivement, il fallait oublier. Il fallait oublier. Bon, il faut bien dire aussi que l'oubli a été utile pour les deux parties. Oui. Pour les esclavagistes qui avaient un peu honte de ce qui s'était passé, pour certains en tout cas, pour d'autres probablement un peu de culpabilité, pour d'autres encore qui se sentaient coupables pour les autres, alors qu'eux-mêmes ne sont pas directement concernés. Mais disons que globalement, chez les esclavagistes, comme chez les personnes qui avaient été mises en esclavage et qui sont maintenant libérées, eh bien, il était préférable sur un petit territoire comme celui de la Martinique. Tout à fait, oui. Il était en effet utile, je ne dis pas préférable, je dirais plutôt que ça a été utile, que qu'on oublie. Qu'on oublie, oui. Qu'on oublie. Maintenant, on ne peut pas oublier éternellement. Il faut évidemment que la vérité, de toute façon, la vérité n'avait pas complètement disparu. Oui. Il faut bien savoir qu'il y avait des poches comme ça de retour de la vérité. Oui. Et donc, il y avait de temps en temps un événement qui rappelait ce qui s'était passé. Oui. Il y avait des traces de l'esclavage dans la vie au quotidien. Et cette vie au quotidien, de temps à autre, déclenchait
aussi des retours de souffrance. Et donc... Oui, quand on s'apercevait des difficultés de vie économique et puis aussi des événements qui aussi nous ont frappés, comme au niveau de chlordécone, ce qui s'est passé. Enfin, plein d'événements qui peuvent nous rappeler, faire ressurgir une émotion ancrée depuis longtemps et puis qui ressurgit et qui nous fait basculer dans le ressentiment. Voilà. Voilà. Donc il faut que nous fassions nous-mêmes attention. De l'aigreur, pas forcément. Alors, le ressentiment, c'est la répétition de l'aigreur. C'est la répétition de la... Le ressentiment, c'est cette façon comme un cochon dans la boue, en quelque sorte. Oui. Si vous voulez, c'est cette façon que nous pouvons avoir de macérer dans la souffrance et de ruminer comme ça. Et donc, voilà, c'est ça, surtout, le ressentiment. Et donc, aujourd'hui, nous avons pris de la distance grâce à ce travail d'auto-réparation, ce travail que nous avons fait de prendre de la distance, personnellement, parce que c'est la première chose qu'on peut faire. D'ailleurs, il n'y a que nous qui pouvons le faire, ça. Oui, hein, bon. Oui. Et puis, il y a aussi le travail collectif. Le travail collectif, c'est-à-dire que des commémorations, des célébrations d'anniversaire, des initiatives collectives pour enterrer la hache de guerre, pour fumer le calumet de la paix, eh bien ces initiatives collectives-là font du bien à tout le monde et provoquent effectivement un apaisement du ressentiment. Nous avons là vraiment une solution, en fait, une piste pour en sortir, parce que dans ce que je comprends, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a un travail personnel à faire, de s'observer, de voir à quel moment nous aussi nous sommes dans le ressentiment, et que nous pouvons aussi nous greffer sur des initiatives collectives qui sont déjà là. Nous pouvons aussi créer par nous-mêmes des initiatives collectives, des initiatives. Cependant, toutefois, il est bon aussi d'apprendre à prendre des distances par rapport à tout ce qui s'est, en fait, au drame que nous avons subi, puisque nous ne le subissons plus. Donc, oui, je vous écoute. Non, mais c'est parce que je suis en train de penser, en effet, à l'opération Martinique 36 heures pour demain en Oufeil, que First Caraïbes a mis en œuvre à partir de 2020, février 2020. Et donc... Et pourquoi 2036, professeur, s'il vous plaît? 2036, Martinique, oui, 2036, parce que c'est un nouveau départ, 2036. Ah, oui. Pourquoi un nouveau départ? Parce qu'en 2035 aura lieu le 4e centenaire de la colonisation de la Martinique. Ah, oui. Et donc, on avait fêté d'ailleurs en 1935, et donc mes parents m'en ont parlé, et des personnes âgées connaissent ça, savent que 1935 a été effectivement un moment de célébration qu'on a appelé les fêtes du tricentenaire. Et là, avec le quadricentenaire, c'est-à-dire 2035, pardon, 2035, il y aura donc une échéance, en quelque sorte, et un nouveau départ à partir de 2036. C'est ce que nous souhaitons, 2036. Mais il ne s'agit pas de politique. Il s'agit que les Martiniquais imaginent 2036 dès maintenant. C'est-à-dire que le fait de réfléchir au futur ensemble, nous permet de penser le présent différemment. Et donc, c'est pour ça que j'ai hoché de la tête là tout à l'heure, le fait de penser l'avenir nous permet de voir le présent de façon beaucoup plus dynamique, de beaucoup plus apaisée. Et c'est d'ailleurs la force des enfants et des adolescents, parce qu'ils ont l'avenir devant eux, et donc les enfants sont un peu comme ça, insouciants, parce qu'ils ont tout l'avenir devant eux, ils pensent à l'avenir. Et donc, il faut que nous ayons que nous prenions, n'est-ce pas, l'habitude de réfléchir
et même de penser à la construction du futur. Et donc il y a des exercices. Il y a des exercices pour ça. Il y a des exercices pour ça. Il y a des exercices de créativité du futur. Et c'est justement le travail que nous avons fait avec l'UNESCO en Martinique, Oui. c'est d'apprendre à penser le futur. Et donc, j'espère que nous allons pouvoir mettre en intelligence collective Oui. tout ce savoir avec l'UNESCO, tout ce savoir que nous avons réussi à intégrer, et qu'il y aura à la Martinique un laboratoire du futur. Oui. C'est-à-dire une vingtaine, une trentaine de personnes spécialisées dans la réflexion sur le futur et qui seraient justement à la disposition des enseignants, des chefs d'établissement, à la disposition des chefs d'entreprise, à la disposition des politiques, à la disposition de tout le monde, des chefs de famille, des pères, des mères de famille, enfin je veux dire, tous ceux qui ont l'impression d'être un peu formatés Oui. Et qui voudraient sortir de leur manière traditionnelle de penser, tous ceux qui voudraient ouvrir leur imagination, Oui. pourraient justement s'adresser à ce laboratoire du futur. C'est une très belle perspective, particulièrement pour les jeunes et les moins jeunes, mais tout le monde peut s'impliquer dans ce travail-là. Et ce que je trouve beau, c'est que c'est aussi une des meilleures pistes pour sortir du ressentiment. Exactement. Qu'il soit personnel ou collectif. Exactement, parce que c'est un travail qui se fait effectivement en atelier. Les ateliers sont plutôt des ateliers de petit nombre, mais il y a de très nombreux ateliers. Oui. C'est un travail que nous faisons entre personnes qui ne se connaissent pas, Oui. qui se découvrent et qui éprouvent l'émotion d'une vraie rencontre. D'une rencontre, alors ça a été beaucoup dit par les personnes en question qui travaillent depuis déjà 2 ans dans des ateliers, et ces personnes disent combien elles ont été à la fois émues et enthousiasmées, et comment ces sentiments-là à la fois de remplissage, en quelque sorte, de l'âme, cette impression qu'on a de pouvoir revivre, de retrouver un goût pour se battre, pour l'avenir, eh bien, cette rencontre avec des personnes qu'on ne connaissait pas jusqu'ici. Tout à fait. Et chez lesquelles on retrouve les mêmes désirs, les mêmes engagements pour la Martinique, les mêmes générosités. Et donc ça, c'est effectivement... C'est important, parce que sortir du ressentiment, c'est rentrer dans des émotions positives qui nous nourrissent positivement et qui nous permettent, tout en regardant dans l'avenir, de conforter le présent et d'avoir un présent plus radieux. Exactement. Je vous remercie beaucoup, professeur. J'étais ravi d'échanger avec vous sur le thème du ressentiment. Merci. À bientôt donc. Merci, à bientôt. À bientôt.